La mobilisation des Gilets jaunes, je suppose que vous avez suivi un petit peu à la télé. À peine un an en fait après la mobilisation et les grèves contre la loi travail en France, on connaît une explosion de colère, une mobilisation d'ampleur, une mobilisation un peu inédite par plein de facteurs. Le niveau de combativité, le niveau de violence, je suppose que vous avez vu à la télé, mais il y avait des sortes de scènes d'émeutes, de guérilla urbaine en plein Paris. Un niveau de répression policière assez inédit aussi en France. C'est une mobilisation qui a eu lieu, qui a démarré et qui a eu lieu presque totalement en dehors des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier. C'est une mobilisation vraiment inédite par sa longueur. Le premier acte des Gilets jaunes, c'était le 17 novembre. Et là, on est quel jour aujourd'hui? Demain, samedi, il y a encore des gens qui appellent à se mobiliser et qui seront sans doute en train de manifester dans Paris. Donc une mobilisation inédite dans sa longueur. Et en même temps, dans ses formes de lutte, c'est une mobilisation qui s'est faite sans grève. Donc cette explosion de colère, cette mobilisation, elle a percuté vraiment tout le monde. Percuté. Le pouvoir, le gouvernement, la bourgeoisie, mais aussi les directions syndicales et l'extrême gauche aussi. Mais en l'absence de mobilisation d'ensemble du monde du travail, en l'absence de grève générale, cette mobilisation elle n'a pas réussi à arracher de réelles victoires. Elle n'a pas réussi à inverser le rapport de force. Elle n'a même pas réussi à venir à bout juste du gouvernement Macron, ni de son programme. Malgré cette mobilisation, là, à la rentrée prochaine, lui, il continue, il a prévu sa réforme des retraites, il continue à la discuter, voilà, sans souci. Alors, je vais faire une petite chronologie des événements pour les camarades qui ne les ont pas vécus en France. Je vais essayer d'être un peu rapide parce que ça a duré longtemps. Mais juste avant de faire ça, je voudrais juste lister un peu les points saillants de ce que nous en retire en tant que courant politique, en tant que AR, les points saillants, les quelques enseignements de cette mobilisation. Le premier point, c'est que ça confirme un élément central de la situation, un élément sur lequel nous, AR, et la tendance internationale qu'on construit, on insiste souvent. Et c'est en partie une des questions pour lesquelles on existe en tant que courant. Ça confirme qu'il existe une combativité chez les travailleurs, une combativité de notre classe, et que la situation elle est pleine de possibilités. Contrairement à ce que disent toutes les directions syndicales, à ce que disent presque tous les réformistes et toute une partie des organisations révolutionnaires d'extrême gauche, ils disent la situation elle est difficile, les travailleurs ils n'ont pas envie de lutter. Il y a des organisations d'extrême gauche comme Lutte ouvrière, ils pensent un peu ça de la situation et du coup ils disent bon bah là nos tâches c'est maintenir le drapeau du communiste, passer cette expérience politique pour des jours meilleurs. Il y a d'autres organisations, les réformistes, y compris des révolutionnaires qui pensent que comme la situation elle est trop difficile, il faut chercher des recompositions politiques, des formes de bon gouvernement qui redonneraient la confiance aux travailleurs parce qu'ils n'ont vraiment pas envie de lutter dans cette situation. Et l'explosion des Gilets jaunes, elle percute cette vision en fait.
elle fait émerger aux yeux de tous qu'en vérité il y a une colère énorme dans la population, y compris un niveau de détermination. Même nous, on ne pensait pas qu'il y avait ce niveau de détermination. Franchement, il y a des gens, ils vont se confronter à la police plus que nous, quoi. Ils n'ont pas peur, ils voient des keufs, ils foncent dedans, ils vont cramer le Fouquet, ils vont défoncer l'Arc de Triomphe parce qu'il y a cette colère. Il y a des gens qui ont passé tout l'hiver à occuper des ronds-points, je ne sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays, là, mais voilà, ils ont passé tout l'hiver, là, ils avaient construit des cabanes. Et juste parce qu'il y avait ce truc-là de dire, bah ça y est, je sors de ma solitude, je sors de mon quotidien, j'émerge un peu sur le terrain politique aux yeux de tous et je retrouve des relations de solidarité. Franchement, c'est ça qu'une partie des Gilets jaunes sur les ronds-points, ceux qui occupaient les ronds-points, quand il y avait les interviews à la télé, c'était ça qu'ils disaient. J'ai retrouvé une forme de solidarité. Donc comme si en fait, il y a cette aspiration dans notre classe de retrouver ces formes de solidarité. Un peu de fraternité contre ce capitalisme libéral barbare, c'est clair. Donc ça c'est important comme leçon parce que ça démontre quand même un des traits sur lequel nous on argumente tout le temps. Il y a une combativité, c'est possible de bousculer les capitalistes, on a la force de ça. Bon, bien sûr la deuxième leçon c'est que c'est pas automatique. Le fait que cette colère, elle bouscule les capitalistes. Malgré la colère, malgré la détermination, je vous l'ai dit au début, la mobilisation en termes de revendications, elle a presque rien gagné. Elle n'a pas démis le gouvernement. Et y compris en termes d'accumulation d'expérience de lutte, j'y reviendrai un peu plus en détail, mais cette accumulation d'expérience, elle est vraiment mitigée du fait des caractéristiques de la mobilisation. Ça a été un mouvement populaire, radical, mais sans orientation de classe. Les revendications au départ, la mobilisation elle est partie contre des taxes, les taxes sur les carburants et contre l'impôt. La composition sociale des gens qui se sont mobilisés, ça a été un peu différent dans les villes et les campagnes, mais il y avait une grande partie, notamment dans les campagnes, de ce qu'on pourrait appeler des déclassés. Des chômeurs, des déclassés. Des chômeurs, des précaires, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs maintenant, en fait, ceux qui s'exploitent eux-mêmes. Des petits patrons. Et ça ne permettait pas de faire émerger des revendications de classe contre le pouvoir du patronat. Et les moyens dont s'est dotée la mobilisation, ce n'étaient pas non plus les moyens traditionnels de la classe ouvrière. Ça n'a pas été la grève. Il y avait des manifestations, des blocages, pas forcément d'entreprises, des blocages de routes, de ronds-points, de péages. À certains moments, des émeutes urbaines un peu, mais pas de délimitation de classe. Il y avait des cortèges dans les manifestations où tu pouvais défiler à côté de patrons, à côté de la droite, à côté de l'extrême droite. Et bien sûr, dans ce type de situation, ces gens-là, ils argumentaient pas du tout pour la grève.
ni pour l'unification des travailleurs. Au contraire, il y a eu dans les manifestations des attaques racistes. Une des conséquences de cette mobilisation, ça a été aussi, par exemple, que l'extrême droite, elle a repris une forme de confiance. Les élections européennes, elles ont eu lieu dans le courant du mois de mai. Le Front National, c'était la première force. Il y a eu des attaques de cortège par l'extrême droite. Voilà, ça c'est une des leçons. Même si il y a eu d'autres leçons qui ont été tirées, par exemple l'attitude de la police, de la répression. Maintenant, il y a franchement, aux yeux de tous, tout le monde se rend bien compte que la police c'est le bras armé du gouvernement et qu'ils sont prêts à taper ultra fort pour faire taire la contestation. Mais voilà, en termes d'accumulation d'expériences, de leçons qui sont tirées dans la tête des gens, tout ça est mitigé. Bon, et la troisième leçon pour nous, c'est qu'en France, le problème, il reste entier. Pour nous, le problème central de la situation, ça reste comment unifier les colères, comment unifier les luttes, les bagarres, sur une ligne d'indépendance de classe. Parce qu'on pense que nous, c'est les travailleurs, c'est la classe ouvrière qui ont cette capacité d'inverser le rapport de force. Parce que c'est nous qui produisons les richesses, parce que tout ce qu'a raconté Xavier dans la formation avant. Et que l'arme centrale pour ça, c'est la grève. C'est empêcher les capitalistes de nous voler ces richesses. Voilà, donc je vais vous faire la chronologie. Après, j'espère que j'aurai le temps. Je ne sais pas qui me minute, s'il y a quelqu'un qui me minute. Mais bon. Après la chronologie, j'essaye de détailler rapidement 4 points. Donc la question de l'indépendance de classe et de l'extrême droite, l'attitude des directions syndicales dans la mobilisation, l'attitude des organisations d'extrême gauche et nous, ce qu'on a essayé de défendre comme orientation. Et le quatrième point, c'est un peu la nouvelle donne par rapport à la violence de l'État, la violence de la police et la répression. Donc je vous dis le contexte du début de la mobilisation. On est un an après, en mai 2018, on est un an après l'élection de Macron. Il y a une pétition en ligne sur Internet qui sort contre la hausse des prix des carburants. C'est une auto-entrepreneuse qui lance cette pétition. Il y a un peu après un chauffeur routier qui s'appelle Éric Drouet qui sur le même thème, sur le thème du ras-le-bol des taxes et compagnie, lance un appel à un blocage de Paris le 17 novembre. Donc novembre, c'est à peu près un an exactement après la mobilisation contre la loi travail. Donc ce qu'on a appelé acte 1 des Gilets jaunes, c'est le 17 novembre, suite à cet appel. Il y a 300 000 manifestants selon la police. Il y a des manifestations dans les grandes villes et puis dans les campagnes, il y a plein de blocages donc de ronds-points. Dès l'acte 1, il y a la droite et l'extrême droite qui essayent de récupérer cette colère. Ils appellent à poursuivre la mobilisation. Marine Le Pen appelle à poursuivre la mobilisation. Il y a une association de policiers en colère qui appelle aux manifestations.
Les initiateurs, un certain nombre d'initiateurs en France de cette mobilisation sont formellement identifiés comme des militants d'extrême droite. À ce moment-là, la CGT dit qu'elle elle va pas participer à ces mobilisations avec l'extrême droite. Donc elle dit ça, c'est ça sa position. Mais elle propose rien du tout à côté quoi, pour répondre à la colère sociale. Le lendemain, donc du samedi, ils reconduisent les blocages de routes, les occupations de ronds-points. Une semaine après, donc l'acte 2, où ils appellent à monter à Paris. Tous les gilets jaunes sont appelés à monter à Paris. Et c'est là les premières émeutes sur les Champs-Élysées, les affrontements avec la police. Il y a moins de manifestants selon la police, autour de 160 000. Mais par contre, 8 000 personnes qui sont à Paris. Et la répression qui commence avec 630 gardes à vue ce jour-là. Interpelaciones. Garde à vue quiere decir que son arrestos. Te pueden guardar para interrogarte durante 48 horas como mínimo. Donc ça c'est le samedi. Dans la semaine qui suit, je le note, hein, même si c'est pas en fait sur le même plan, mais il y a un début de mouvement lycéen. Contre une réforme du lycée. Avec l'idée, c'est ça le discours de plusieurs lycéens. Ah, regardez, eux ils sont en colère, nous on est en colère aussi, il faut y aller ensemble. Mais les lycéens, ils ne posent pas la question de est-ce qu'on va aller avec les gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Ils occupent leur lycée, ils bloquent leur lycée. Sur leurs revendications, avec cette idée, c'est tous ensemble qu'il faut exprimer notre colère maintenant. L'acte 3, le samedi 1er décembre, autour de 140 000 manifestants, 585 blessés, 585 blessés, 370 gardes à vue, des scènes de guérilla urbaine, l'attaque de l'Arc de Triomphe. Ça c'est le 1er décembre. Le 3 décembre, 188 lycées bloqués. Le gouvernement il commence un petit peu à paniquer. Le 4 décembre, il annonce la suspension pour 6 mois des taxes sur les carburants pour tester. Il dit ouais, on peut discuter de l'annulation, voilà, il teste. La même semaine, je sais pas, on en a parlé déjà, là, les lycéens qui se font arrêter, mettre à genoux par les keufs, menacés, ça c'est le 6 décembre. Suite à cet événement, 400 lycées bloqués dans la France. Ça continue, l'acte 4 le 8 décembre, 10 000 personnes qui manifestent à Paris, 2 000 interpellations, 270 blessés. Pour nous, c'est la première fois où on va manifester en cortège. J'y reviendrai après, mais ce qu'on a fait en premier quand il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, c'est qu'on est d'abord allé observer, on a envoyé quelques équipes de camarades pour vraiment se rendre compte de la composition sociale, quoi. La part d'extrême droite, la part de qui dirigeait, voilà. Pour pas voilà, on voulait pas non plus, nous, aller dans des cortèges avec l'extrême droite, avec la droite, voilà. On est allé d'abord mesurer ce qu'était cette mobilisation. Et le 8 décembre, c'est la première fois où on manifeste en cortège. Le 10 décembre, Macron, il voit que ça baisse pas, donc il teste encore, il annonce, attention. Macron, il panique, il voit que ça baisse pas, donc il va, attention, il a une idée.
Je vais augmenter le SMIC de Y 100 decía, euros. voy a aumentar el salario mínimo interprofesional de 100 euros. Tu es content? ¿Estás contento? A ver cómo reacciona él. Non, ils sont pas contents, ça Está continue. contenta y eso sigue. Ça continue, ça passe le mois de décembre, les fêtes de Noël. Pasa diciembre, pasa las navidades. Des gens qui restent sur les ronds-points, qui passent Noël sur les ronds-points. En la rotonda. Le 5 janvier, il y a un regain de mobilisation après les El 5 fêtes de enero Noël. hay un ascenso de las movilizaciones. 5 días. Ouais, 50 000 personnes selon la police, quoi. Según la policía. Il y a des gilets jaunes qui vont défoncer la porte d'un ministère avec un Fenwick. Con un Fenwick, no sé cómo se llama, un carro este elevador, abre la puerta de un ministerio. Hace mierda la puerta de un ministerio con un carro de este elevador. C'est la première fois qu'il y a des arrestations préventives, des gens qui se font arrêter avant pour pas aller aux manifestations. Le 7 janvier, El 7 de enero, le gouvernement il change d'idée. el gobierno cambia de idea el 7 de enero. Devant les scènes d'émeutes, de violence, il se dit ah il y a un coup à jouer. Revuelta y dice, bueno, aquí a lo mejor hay una oportunidad. Parce que ce qui se débattait, c'est ah mais d'une part on fait perdre de l'argent à l'économie, vous êtes tous les samedis sur les Champs-Élysées, les fêtes de Noël, on n'a pas pu vendre dans les magasins, c'est horrible, et en plus vous cassez tout, vous êtes que des casseurs. J'annonce une loi anti-casseurs. Anuncia una ley contra los que caseurs, los que rompen, los rompedores, ¿sabes? Qui peut leur permettre d'interdire des manifestations, Que puede permitir de prohibir manifestaciones, que restringen el derecho a qui peut leur permettre d'arrêter les gens avant les que puede manifestations. permitir de arrestar a la gente antes de la manifestación. Voilà, donc la mobilisation continue, je vous fais pas tous La les actes. movilización sigue, ya no hay más fecha. Courant janvier, donc la mobilisation elle continue, ça s'essouffle un peu. Ce que disent les médias, c'est qu'il y a moins de monde dans les manifestations, tout ça. Il y a une des figures des Gilets jaunes qui, courant janvier, dit maintenant ce qu'il faudrait, c'est la grève générale. C'est repris par une partie des Gilets jaunes. C'est relayé par quelques organisations. Olivier Besancenot relaye cet appel. Les syndicats atonnent pendant toute la période, depuis le 17 novembre. Tu as des émeutes sur les Champs-Élysées tous les samedis. Les syndicats... Ils avaient fait une déclaration courant décembre. On condamne toute forme de violence. La violence de la police, la violence des manifestants. Et sinon, tu proposes quoi pour lutter Rien. Ok, donc il y a quand même des figures des Gilets jaunes qui commencent à parler de grève générale. Dans les syndicats, quand même, il y a un certain nombre. Bon, bien sûr, nous, dans les syndicats, on essaye quand même de porter la discussion sur il faudrait prendre des initiatives. On n'est pas les seuls. Il y a quand même, ça percute un certain nombre de militants syndicaux qui d'ailleurs participent aux manifestations de manière isolée, de manière désorganisée. Mais en fait, dans tous les syndicats, tu as des gens qui se retrouvent le samedi, qui ont envie de partager cette colère, cette mobilisation. Bon, sous cette pression, les syndicats finissent quand même par appeler à une journée de grève le 5 février. Bon voilà, je reviendrai sur l'attitude des syndicats, mais t'as ces scènes d'émeutes, t'as cette colère, t'as des figures des Gilets jaunes qui commencent à parler de grève générale. Franchement, les syndicats, ça leur coûte quoi de dire c'est le moment d'y aller, quoi? On appelle à une grève interpro, on appelle à reconduire le lendemain. Je sais pas quoi, on essaye de faire que Macron il tombe, quoi. Non. On fait notre journée de grève le 5 février, on a fait notre BA. Parallèlement, il y a une mobilisation dans l'éducation nationale. Il y a eu, donc j'ai dit, les lycéens qui se sont mobilisés. Dans le courant du mois de février, il y a les enseignants du premier degré des écoles qui démarrent une grève reconductible, y compris dans certaines régions.
Pareil, aucun lien. Les syndicats, ils voient pas le rapport. Macron, il avait, comme ça marchait pas non plus, il avait lancé ce qu'il a appelé le grand débat. T'allais dans ta mairie, les maires, ils devaient organiser des débats. Alors, quelle est ta revendication? Je t'écoute, je vais le noter. Macron va le lire et va faire des propositions. Le 16 mars, ça devait être la synthèse du grand débat. Il y avait des gens qui avaient lu, je vous passe toutes les péripéties. Ah oui, parce que les gens qui étaient censés faire la synthèse du grand débat, on s'est rendu compte que leur salaire, je me rappelle même plus combien c'était, mais c'était genre ils gagnaient 50 000 € quoi, pour lire les revendications, alors que les gens ils demandaient de... Enfin voilà. Bon bref, le 16 mars, ça devait être la synthèse du grand débat. Ce jour-là, les Gilets jaunes, ils décident de faire un grand coup, de dire vas-y, on va manifester quoi. Il y a 50 000 personnes qui manifestent et c'est le jour où sur les Champs-Élysées, il y a le Fouquet's qui brûle. Fouquet's, c'est vraiment le symbole des riches, des patrons, des gouvernements qui vont fêter leur victoire à la présidentielle dans ce restaurant. La semaine d'après, la préfecture de Paris commence à interdire les manifestations sur les Champs-Élysées. Bon voilà pour la chronologie, ça continue jusqu'à maintenant avec une mobilisation plus faible, mais toujours des manifestations qui continuent. Alors sur la question de l'indépendance de classe et de l'extrême droite. Donc je vous ai dit, le mouvement il démarre en dehors des organisations du mouvement ouvrier, en dehors des syndicats, en dehors des partis. Pourquoi ça arrive? Bah, essentiellement parce que l'apathie des directions syndicales, des directions réformistes, aucune initiative alors que les conditions de vie se dégradent. Mais donc en l'absence d'une direction un peu ouvrière, bah, ça démarre sur des questions de taxes, de carburant, d'impôts. Au lieu de commencer sur des revendications d'augmentation des salaires. Ça commence sur les taxes, mais très vite, ce qui s'exprime, c'est un ras-le-bol généralisé. La colère, elle se cristallise contre Macron, contre le gouvernement. Les slogans dans les manifestations, c'est Macron démission. Mais la base sociale de ceux qui se mobilisent, c'est ce que je vous ai dit, des déclassés, des chômeurs, des précaires, des petits patrons. La mobilisation, elle ne se fait pas dans des secteurs de salariés où il y a une concentration de salariés. La droite et l'extrême droite, elle sent bien qu'elle peut surfer sur ce sentiment un peu populiste et donc elle va surfer dessus, quoi. Elle va sur les ronds-points, elle va dans les manifestations, elle s'affiche dans les manifestations. D'où notre scepticisme, on va observer ce qui se passe vraiment, la composition sociale. Les manifestations, il y a des gens qui disent Macron, démission, des gens qui disent révolution, mais il y a aussi des gens qui chantent la Marseillaise, des drapeaux français, des croix celtiques. Quand ça commence à chauffer vraiment, les émeutes, la droite quand même, elle dit attention, il faut appel au calme, quoi, doucement, doucement les... Mais ça donne une certaine confiance à l'extrême droite.
Une confiance qui fait qu'on en arrive à des attaques de cortèges quand on s'est mis à manifester avec des cortèges syndicaux, des cortèges du Front Social, des cortèges d'organisations politiques. L'extrême droite, des groupes d'extrême droite ont pris la confiance et ont réussi à attaquer des cortèges. Le NPA a subi une attaque de son cortège dans une manifestation. À Paris, à Toulouse la semaine d'après. Ok, je suis à 30 minutes. C'est juste pour t'informer. Alors, les débats dans l'extrême gauche, dans le NPA, y compris dans le Front Social, il y a toute une frange de militants qui essayent au début de nier en fait la présence de l'extrême droite. Sans doute en réponse à l'attitude des directions syndicales qui se délimitent totalement du mouvement des Gilets jaunes. Donc que leur sentiment, ce qui est plutôt un sentiment logique, c'est de dire nous on doit partager cette colère, on doit faire partie de cette colère. Mais du coup, pour justifier cette attitude, ils font comme s'il n'y avait pas de problème avec la droite, avec l'extrême droite. Avec le fait que en fait, ce mouvement-là, ce n'est pas un mouvement indépendant de la classe ouvrière. Nous, bien sûr, on essaye d'insister sur l'indépendance de classe. C'est déterminant de se démiliter. Oui, on manifeste, mais on ne manifeste pas aux côtés de l'extrême droite, on ne manifeste pas aux côtés des patrons. Nous, on n'est pas pour minoriser cet aspect de la mobilisation. Nous, ce qu'on essaye de défendre, au lieu de rester dans le débat, est-ce qu'on doit aller le samedi avec les gilets jaunes, est-ce qu'on ne doit pas y aller, nous on essaye de dire maintenant les organisations du mouvement ouvrier, elles doivent discuter ensemble quelle initiative on prend. C'est notre responsabilité de discuter de ça. Face à cette situation, le débat c'est pas est-ce que tu es un gilet jaune, est-ce que tu n'es pas un gilet jaune, le débat c'est quelle initiative on prend pour notre classe. Donc l'attitude des directions syndicales, bon, c'est évident que c'est elles qui portent la plus grande responsabilité de prendre aucune initiative malgré la colère. Et ce qui est en partie rassurant pour nous, notre projet politique, c'est que malgré ça, la colère, elle trouve des formes d'expression. Donc je vous ai dit au lendemain de l'acte 1, la CGT a dit on ne participera pas avec l'extrême droite, mais sans rien proposer d'autre. À ce moment-là, elle aurait dû prendre une initiative sur son propre terrain, sur le terrain des entreprises, sur le terrain de la grève. Il y a des blocages de ronds-points, elle aurait dû dire nous on bloque les entreprises. En fait, on aurait dû, les organisations syndicales, elles auraient dû suivre la même logique qu'ont eu les lycéens. Tout le monde est en colère, c'est le moment, nous aussi, d'y aller sur nos revendications. Mais non. Le débat, c'était on n'est pas des gilets jaunes, on n'est pas avec l'extrême droite, c'est pas notre classe, nanana. Donc le 6 décembre, il y a une déclaration intersyndicale qui condamne toute forme de violence, gilets jaunes, police, et qui appelle le gouvernement au dialogue. Non, ils appellent le gouvernement au dialogue social. S'il te plaît, Macron, discute. Pour calmer la colère. Donc je vous ai déjà raconté, je vous ai déjà raconté comment la date du 5 février, la journée de grève interprofessionnelle a émergé sous pression en fait. Sous pression de militants syndicaux, sous pression de nous y compris. Le Front Social, la grève des postiers a joué un rôle dans le fait que ça émerge, de porter la question de l'initiative de notre classe sur le terrain de la grève.
necesidad de la iniciativa de nuestra clase. Parallèlement à tout ça, le gouvernement il continue de dérouler son programme. El gobierno sigue llevando a cabo su programa. Nous dans l'éducation, donc le ministre de l'éducation, Blanquer, En la educación, il fait sa loi, il fait ses réformes. Que el ministro de Educación lleva su ley, su reforma. Comme si ça n'avait rien à voir, la colère, mais on déroule notre programme. El chaleco amarillo no tuviera que ver con los demás aspectos de la política del Il gobierno. y a des grèves qui démarrent dans l'éducation nationale, je dirais vraiment, enfin je sais pas comment on dit, mais au forceps quoi, vraiment. Que llegan de verdad porque hay que luchar hasta el último momento para que puedan salir a la luz. Les directions syndicales ne font rien, et c'est vraiment des équipes militantes qui poussent à ça. Ça démarre dans une région, dans l'ouest de la France, où ils font des grosses assemblées générales, ils appellent à la grève reconductible, ils appellent les autres régions à rejoindre, les syndicats n'appellent à rien. D'autres régions, des militants convoquent des âgés, réussissent à appeler à des grèves, etc. etc. Les syndicats font rien pour unifier cette mobilisation et font rien pour unifier avec les autres colères et la mobilisation des Gilets jaunes. Même si au final il y a des liens qui ont réussi à se tisser entre les mobilisations. Tu pourras raconter dans la grève de la Poste, mais on a essayé de tisser des liens, faire que notamment il y ait des gens de la mobilisation des Gilets jaunes qui aident aux occupations, au blocage des sites de la Poste, comme on avait fait en fait un peu pendant la loi travail. Les gens qui voulaient occuper les places, on allait dans ces assemblées. Pour mettre ces forces-là au service de la mobilisation des travailleurs, blocage d'entreprises, etc. Bon, je termine, on reviendra dans la discussion, hein, mais sur l'extrême gauche et nous, un peu l'orientation qu'on a essayé de défendre. Je vous disais, tout le monde est impacté par cette explosion. L'extrême gauche aussi. Alors qu'il y a toute une série d'organisations, LO, la direction du NPA, qui théorisent qu'il n'y a pas la vapeur. Bon, ils sont impactés par ça. Hein. Au début du processus, Lutte ouvrière elle va pousser à ce qu'il y ait des préavis de grève le samedi dans les entreprises. Mais sans discuter de comment on arrive à faire que l'ensemble des organisations du mouvement ouvrier prennent une initiative sur le terrain de classe. Elles discutent que du jour où il y a les manifestations des Gilets jaunes. Et puis plus tard, Nathalie Arthaud, leur porte-parole, elle fait des déclarations en disant « je ne serai jamais Gilet jaune ». Il y a d'autres courants d'extrême gauche, c'était assez fort nous dans le NPA avec la fraction L'Étincelle qui vont plus défendre une politique, je sais pas, de dissolution dans les Gilets jaunes. Il y avait une discussion forte dans les Gilets jaunes. C'est une mobilisation qui a démarré en dehors des organisations du mouvement ouvrier et il y avait un truc fort de il n'y a pas d'organisation, on est tous Gilets jaunes. Et donc les camarades de l'Étincelle disent pour influencer cette mobilisation, nous aussi il faut qu'on soit Gilets jaunes. Donc ils mettent des gilets jaunes, ils vont dans les manifestations, ils essayent bien évidemment d'entraîner les travailleurs qu'ils ont autour d'eux dans les manifestations.
Mais pas du tout dans l'idée de on se délimite, on fait des cortèges, dans l'idée de on se fond pour être accepté par les gilets jaunes et pour pouvoir les influencer. Il y a y compris donc des tentatives de coordination nationale des gilets jaunes. Les camarades vont intervenir dans ces coordinations de gilets jaunes pour tenter d'influencer. Donc nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que la discussion, c'est pas comment on rejoint la mobilisation. On ne pense pas que c'est crédible de pouvoir prendre la direction de cette mobilisation en allant discuter dans les assemblées, en allant dans les cortèges de manifestations, gagner des gens petit à petit à notre orientation. On ne pense pas que ça c'est possible. Nous, ce qu'on cherche à poser comme discussion, c'est quelles initiatives propres de notre classe. Comment on utilise ce moment pour prendre l'initiative de grève reconductible à l'image des lycéens. En partie, on perd cette bataille. La vérité, en partie, on perd cette bataille. Après, donc, dans les manifestations, on a cherché à construire une sorte de pôle ouvrier dans les manifestations. Regrouper ceux qui voulaient défendre cette orientation de classe, d'indépendance de classe, de grève générale. Donc on défend ça, on propose à d'autres de se regrouper dans ce pôle ouvrier. Il y a quelques tentatives, mais qui ne sont pas ultra réussies. Ce qui en fait pousse plus d'organisations à construire cette sorte de pôle ouvrier, c'est l'attaque de l'extrême droite contre le cortège du NPA. La semaine d'après l'attaque du cortège du NPA, on arrive à se regrouper ensemble dans un pôle, on arrive à faire un service d'ordre commun pour protéger le cortège. Voilà, autour du 5 février, nous bien sûr, on essaye de dire que c'est le moment pour reconduire, de tenter des grèves reconductibles dans les secteurs dans lesquels on est, sur le modèle de la grève des postiers. Nous, dans l'éducation, on essaye de faire que cette date, ça soit le départ de grève reconductible. Bon, je termine très rapidement sur la question de la violence, de la répression. Parce que pour le coup, c'est une question qui a été totalement modifiée là, dans le paysage français. À la fois le niveau de répression de l'État. Il faut se rendre compte que maintenant, quand tu vas manifester en France, tu as des risques d'être mutilé. Perdre un œil, une main. C'est ça la situation. Il y a plusieurs centaines de personnes qui, juste en allant manifester le samedi, ont été mutilées. Il y a un niveau de répression qu'on a rarement atteint en termes de blessés, de garde à vue. Je pense que ce qu'on a connu avec l'arrestation de Gaël, ça fait un certain nombre d'années qu'on n'avait pas vécu ça. Un représentant syndical, le secrétaire départemental d'un syndicat, qui vient se faire cueillir par les flics à 6h du matin chez lui pour avoir occupé le siège de son entreprise. On a eu des camarades qui ont été blessés, donc il y a eu une tentative avant qu'ils viennent le chercher chez lui. On était rentrés dans le hall du ministère du Travail avec les postiers. Ce jour-là, ils ont tenté de mettre Gaël en garde à vue, où ils sont venus, ils l'ont chopé. Ce jour-là, on a un camarade qui s'est fait casser le bras par la police. La veille du camp, il avait porté plainte contre la police.
policía o la policía y el día antes del campa La veille de l'école, il a reçu la décision que la plainte est classée sans suite. de que la denuncia ha acabado sin archivo. Sí, de seguro. Il n'y a pas assez de preuves. No hay suficientemente pruebas. Voilà, donc il y a vraiment une augmentation, vous avez suivi, donc la police, maintenant, elle se gêne plus pour gazer, pour taper, y compris dans des moments où c'est même pas des manifs. Vous avez vu, là, il y a un jeune, le jour de la fête de la musique, il faisait la fête à Nantes, la police charge, devant le quai de la Loire, il fait tomber 15 personnes dans la Loire. Le jeune est mort. Donc ça, c'est la situation de la violence, l'augmentation de la répression d'État qui est quand même, voilà, il faut prendre en compte ça, quoi. Et en même temps, il y a une forme de légitimation, d'acceptation dans la population, une nécessaire forme de violence vis-à-vis de cet État. Malgré tout le battage qu'a essayé de faire les médias, le gouvernement, le mouvement des Gilets jaunes, il est populaire. Il n'est pas considéré comme un mouvement de casseurs. Et voilà, bon, je termine là parce que j'ai déjà été...